Sur OM5 TV, je reçois Ismaël Scan. C'est un Français d'origine turque. Il est musicien, écrivain, bientôt réalisateur. C'est l'un des premiers Rasta blancs aussi. Il va nous raconter. Bon, il a coupé ses cheveux là, il n'a plus ses dreadlocks. Mais bonjour Ismaël. Bonjour Léné. Alors merci d'être venu sur notre plateau. Merci à toi. Je t'ai invité parce que tu as des antennes, on va dire, dans le Pacifique. Ouais. Tu pars vivre quelques années à Tahiti. Oui, ça date, hein, c'est en 80. Ah oui, enfin, c'est pas quelques années, c'est presque une année. En 84, je fais un petit tour en Polynésie. Ouais. Et à ce moment-là, tu entends parler de la Nouvelle-Calédonie. Bah oui, parce qu'on est en plein dans les histoires du massacre d'Eloi Machoro, et du coup, c'est vrai que c'est là que je vais avoir des infos, on va dire, beaucoup plus objectives que celles qu'on avait en métropole. Et du coup, là, ça correspond, comme j'étais déjà un militant rastafarien très, très activiste, du coup, là, ça va tomber en plein dans mon combat, en fait. Et alors, ça te donne envie de partir en Nouvelle-Calédonie, tu pars là-bas? Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en même temps, quand j'étais en Polynésie, donc j'ai 18 ans, on est en 84, je suis pas fini, c'est-à-dire que comme je me suis un peu fait tout seul, j'ai un manque au niveau culturel, au niveau oriental par rapport à mes origines orientales, et du coup il arrive un moment où je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je suis à la croisée des chemins, soit je reste en Polynésie parce qu'on me proposait de rester m'installer là-bas, soit bon, je reviens en métropole pour me finir culturellement. Donc c'est là que je vais prendre quelques mois pour prendre ma décision, et je vais choisir de rentrer en métropole pour trouver mon maître de saz de Turquie, donc qui deviendra mon maître après jusqu'à son décès en 2010. Et en même temps, je me dis, ma deuxième mission, c'est de trouver les Kanaks pour travailler avec eux, en fait. Mais c'est dans cet esprit-là que je reviens en métropole, et c'est ce que je ferai. Alors que tu ne connaissais aucun Kanak avant ça? Bah, Juste aux infos. Oui, puis moi j'en ai croisé quelques-uns en Polynésie, ouais. Vite fait comme ça dans des soirées, et puis oui, voilà, c'est après je vais décider vraiment d'aller les trouver, quoi. Et puis moi je voulais combattre, en fait moi je voulais combattre, c'est-à-dire au début j'étais très frustré quand je suis rentré au FLNKS Paris, parce que je pensais qu'on va me donner un fusil. J'exagère un peu, mais j'étais très fâché contre le système français qui m'a toujours exclu. Et du coup, mais bon, j'ai vu que bon, ok, c'est pacifique, on va faire des manifestations, tout ça. Bon, bah, je participais, mais c'est vrai que pour dire la vérité, au début, moi, je voulais partir dans la bagarre, quoi. Ouais. Et je tiens à dire ça parce que, je veux dire, on parle beaucoup de djihad et tout ça en ce moment. Je tiens à rappeler que djihad, c'est la guerre qu'on doit faire à soi-même pour s'améliorer. C'est ça le vrai terme. Et ce que je veux dire, je comprends tout à fait la violence que des gens peuvent ressentir, et qui engendre le terrorisme, parce que l'exclusion, c'est aussi une forme de terrorisme. Tout à fait. Et donc ça peut mettre en colère. Ouais. Et j'ai été très en colère. C'est un cheminement. Aujourd'hui, tu es moins en colère, tu es en paix. Je suis plus calmé, oui. Je suis plus en paix. J'ai compris les choses. Il faut raconter cette histoire néo-calédonienne aussi, parce que tu décides de devenir le parrain d'un prisonnier. Alors oui, pareil, c'est plus compliqué que ça. Donc je travaille avec le FLNKS Paris. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une amie qui est plus âgée que moi et qui va devenir la marraine d'un prisonnier du VA. Mais bon, elle travaille, elle n'est jamais disponible. Donc en fait, je suis une sorte de parrain par ricochet, par procuration. Oui. Et donc je vais être le parrain d'un garçon qui s'appelle Faoutolo, et que je vais emmener partout avec moi dans la petite communauté Rasta de Paris et tout ça. Je vais rester avec lui pendant plusieurs semaines avant qu'il soit rapatrié au pays. Et du coup, d'ailleurs, pour la petite histoire, la boucle est bouclée, c'est le reggae parisien. Tout démarre du 226 Studio, qui est en fait, c'est le 226 rue de Vaugirard, qui est un squat que j'ai donné à mon meilleur ami d'enfance, qui lui est le réalisateur de tous les disques de Daddy Naughty. Et donc tout a démarré dans le reggae français, entre guillemets, reggae parisien, au 226 rue de Vaugirard, parce que c'est le squat que j'ai donné à Tip Top de Stantol, pour ceux qui connaissent. Et toute la diaspora, Féfé Typical, Tonton David, tout ça, ils sont tous passés par le 226. D'accord. Et donc le premier qui a enregistré au 226 rue de Vaugirard, c'est ce garçon d'UVA, Justin Faoutolo, puisqu'on a fait un morceau en Faga UVA à cette époque au 226 rue de Vaugirard, qui venait d'émerger. Et tu pars après?
Ah oui, ben après... Là c'est le vrai voyage en Nouvelle-Calédonie. Ben après, je suis amoureux de la culture kanak, donc je milite avec le FLNKS, je vais tomber amoureux de ma première femme. Alors, je fais FLNKS, juste rapidement pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui savent encore pas ce que c'est. Oui, il y en a qui ne savent pas. Même moi, je savais pas où c'était la Réunion en arrivant à Paris. Oui, je comprends. Je le mettais à côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors, quand je dis ça, on fait « Oh, mais ça va pas, n'importe quoi, c'est dans l'océan Indien, à côté, en bas de l'Afrique et tout. » Et oui, mais il y a des choses qui paraissent évidentes. C'est comme nous, quand on dit Tahiti, c'est dans le Pacifique, les gens confondent Tahiti et Haïti. Donc, il y a beaucoup de choses encore à dire. Alors, le FLNKS. Mais ouais, FLNKS, c'est le Front de Libération National Kanak Socialiste. Voilà, que c'est un peu le mouvement de Chibaou, c'est le mouvement un peu plus pacifique que... Et on peut se poser la question de se demander que fait un des premiers Rastas blancs dans ce mouvement, mais il l'a expliqué effectivement en début d'émission, il avait besoin... c'était un besoin de révolte aussi qu'il l'a mené vers ce FLNKS, ce Front de Libération Kanak. Et alors, cette rencontre en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire que, voilà, comme je disais en début d'émission, j'ai toujours été exclu ici dans mon propre pays, puisque je suis quand même né en France, même si j'ai quitté après la France à l'âge d'1 an. Mais du coup, je suis revenu à 7 ans. Mais du coup, après, les liens vont se faire en fonction des affinités, quoi. Donc, j'ai cette affinité de combat. Je me sens solidaire par rapport à ce combat contre Babylone, en fait. Puisque Babylone, le colonialisme, ce lavage de cerveau dans l'éducation, tout ça. Donc, je me sens très proche des Kanaks par rapport à leurs problèmes. Et puis après, comme je suis intégré aussi, ça fait du bien de ne pas être toujours exclu. Donc, après, c'est une sorte de... Et de vivre en tribu, c'est comment, alors ? Ah faut le vivre. Après, oui, là, il faudrait qu'on fasse carrément une émission pour ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été très seul, donc j'ai plein de choses à raconter, parce que j'ai vécu les deux, quoi. J'ai vécu des très grandes solitudes, et puis... Parce que la vie en tribu, c'est vraiment une famille, hein. C'est pire qu'une famille. On travaille ensemble. On est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Mais alors ça, comme tout système, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais un gros avantage, c'est que quand on a mal, on a moins mal. Oui. Parce que comme on est accompagné, il y a quelqu'un à côté. Puis comme disent les gens, chacun prend sa part. Donc du coup, on a moins mal. C'est intéressant. Parce que dans l'individualisme, on peut pas tellement comprendre ça. Et alors du coup, vous avez décidé de faire un documentaire. Alors là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est un camarade avec qui on travaille sur des projets électro très expérimentaux, d'où le clip que je vous ai amené pour mon fils. Que l'on voit derrière vous, là. Ah d'accord, très bien. Ouais. Et du coup, ça c'est très très expérimental, c'est de l'électro. Et ce camarade, à force de qu'on travaille ensemble sur ces projets électro, il a dit, mais... Parce que lui, il a une petite boîte de réalisation vidéo dans ma région, là, dans le sud. Et du coup, à force de me fréquenter, mon histoire, il dit, mais il faut qu'on fasse... Il faut faire un truc. Voilà, il dit, il faut qu'on fasse un truc, parce que il y a la Turquie, il y a la Kanaki, il y a le reggae parisien, il y a tout un... Alors, il voulait faire un truc sur Scan, puisque Scan, c'est mon groupe de musique reggae, des belles années reggae à Paris. Et du coup, je lui ai dit, OK, on va faire un truc sur Scan si tu veux, mais il faut que ça soit mi-Scan, mi-Kanaki, parce que je reste fidèle à mes premières amours. Et alors là, aujourd'hui, vous avez besoin de fonds pour mener à bien ce projet. Avec ou sans fonds, on fera le projet, parce que c'est un bon militant aussi, le camarade de Zéro Production. Mais oui, on a toujours besoin de fonds, mais avec ou sans fonds, on le fera. Mais c'est vrai qu'après, si les gens veulent nous aider, ils sont les bienvenus. Donc on peut aller sur Kiss Kiss Bang Bang pour voir le projet. C'est retiré, ça. C'est retiré, mais l'info, elle y est toujours, non ? Je sais pas en fait, ça c'est dans les mains de mon collègue ça. D'accord, donc en fait c'était pour avoir un peu plus d'informations sur ce projet. Donc vous aviez besoin de combien d'argent sur Kiss Kiss Bang Bang ? Vous avez je sais pas, on va comme Cahuzac, plus on en aura mieux ça va. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donnez si vous avez envie de voir réaliser ce documentaire, et même s'ils n'ont pas d'argent, ils le feront quand même. Ouais. Non, blague à part, c'est que si on avait vraiment les moyens, on irait en Calédonie, parce que moi ça fait quand même 12 ans que je ne suis pas retourné, que je ne suis pas rentré chez moi. C'est un grand voyage, en fait. et les voyages coûtent cher pour aller dans le Pacifique. Ouais, puis après, plus c'est long, il y a plein de protocoles à effectuer pour ne pas revenir comme ça en 10 jours, quoi. Donc oui, dans l'idéal, on voulait retourner là-bas.
Bien sûr. Et puis faire vraiment des images pour réactualiser, parce que moi j'ai que des images, les images les plus récentes que j'ai, elles datent des années mi-2000 quoi. Donc oui, c'est ça dans l'absolu. Mais et dans ce documentaire, c'est raconter la vie des Kanaks aujourd'hui. Quel est le principe? Oui, c'est un peu faire documentaire sur Scan. Pourquoi Scan a fait ce militantisme pro-Kanak? Parce qu'il n'y a pas un concert. C'est suivre un peu votre parcours, voilà. En fait. Donc vous irez peut-être en Polynésie. Ah bah pourquoi pas. Bon, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des dons. On voulait aussi aller en Guadeloupe, parce qu'il y a des liens avec la Guadeloupe. Des liens avec la Guadeloupe. C'est extraordinaire. On se demande pourquoi vous êtes né en Turquie. Hein. Ah, je suis pas né en Turquie. Hein. Non, c'est les parents, c'est ça? Ah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, je suis à moitié libanais, à moitié français. Je suis né en France, je suis parti vivre en Tunisie. J'ai pas les bonnes infos en plus. Non, si, vous avez les bonnes infos. T'as les bonnes infos, turc, mais... c'est de quel côté alors? Alors, en fait, musicologiquement, la Turquie, c'est la source de la musique orientale, en fait. Et du coup, quand j'ai voulu rassembler ma culture, comme je disais tout à l'heure, me retrouver, quoi, j'ai eu la grande chance de connaître un des virtuoses de ce luth à long manche de Turquie. Et c'est comme ça que je suis devenu son fils adoptif. D'accord, très bien. Et du coup, c'est pour ça que je parle pas arabe et que je parle turc. Et c'est pour ça que je fais du saz de Turquie. C'est vrai que on n'aurait pas assez d'une émission pour découvrir le personnage Scan. En tout cas, si vous avez connu ce groupe dans les années, c'était dans quelle année le groupe Scan? Alors le Scan, c'est les années 90 jusqu'à 2002. Ouais. Et pourquoi vous avez arrêté le groupe? Ah ben nous, on n'a pas arrêté, mais ce qu'il y a, c'est que on est en France, on a perdu 10 000 CD parce qu'on a toujours été underground, on s'est toujours débrouillé. On était des indépendants, indépendantistes et indépendants. Donc du coup, on a perdu 10 000 CD puisqu'on a fourni la marchandise à un distributeur. Oui. C'est les mauvaises années, c'est les années de la soi-disant crise du CD. Et du coup, le distributeur a fait faillite. Ah, et comme on est en France, l'URSSAF s'en fiche complètement d'où vient la marchandise. On a gagné le jugement au tribunal du commerce, mais on n'a jamais récupéré nos marchandises. Ah ouais, donc vous avez été mis en faillite. On a perdu 50 000 € et c'était notre fonds de roulement pour continuer le groupe. D'accord. Et voilà, c'est les aléas de l'indépendance, c'est qu'il faut une trésorerie. Et donc, est-ce que Scan, on peut imaginer une résurrection de Scan dans les années à venir? Dès qu'un producteur veut... Les musiciens sont toujours là, ils attendent, ils sont prêts au garde à vous, ils attendent que ça. Et parce que vraiment, on a des très très bons souvenirs. Et c'est pour ça que le collègue veut faire le documentaire, parce qu'on a des anecdotes incroyables, parce que c'était tout en underground. Moi, j'ai pas été déclaré de toute ma vie, j'avais même pas la sécu, donc on était vraiment des rebelles indépendantistes, on a tout fait en underground, et donc si un jour quelqu'un veut miser sur Scan, Scan est prêt à redémarrer comme ça. Eh ben, vous avez entendu, vous êtes musicien, vous adorez la musique, et si vous aimez en plus le reggae, parce que Scan c'est plutôt le style reggae, c'est mélangé, il y a un petit peu de tout, mais c'est quand même le style reggae qui l'emporte. Mais reggae à l'ancienne, parce que je me méfie, les gens ils ont des idées sur le reggae aujourd'hui, c'est pas le reggae que je revendique, celui des années 70-80 que j'ai connu. Mais oui, voilà, la source c'est ça, c'est le reggae dans le sens jazz jamaïcain. D'accord, jazz jamaïcain. Donc si vous êtes un mécène et que vous avez envie d'aider ce groupe à repartir de plus belle, et puis ça les aidera également à réaliser leur documentaire, n'hésitez pas. Nous, on vous donnera bien sûr les liens pour joindre Ismail. Il y a une page Facebook, il y a également un site web, on vous donnera tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Un dernier mot, Scan, avant de se quitter? Eh ben, bonne continuation à OM5 TV. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est gentil ça, merci. Oui. Je souhaite bon vent à ce groupe qui, j'espère, effectivement, va revenir sur le devant de la scène, et puis à ce documentaire qui est en train de se réaliser, en tout cas, sur votre vie, sur votre parcours. Merci beaucoup, Ismail. Merci, puis la paix sur vous, sur les auditeurs, et puis prenez bien soin de vous surtout.